Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arepa, bonjour. Amis téléspectateurs internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Belle cravate ce matin. Merci. C'est quelle couleur? Vous avez vu la couleur? Du violet, du noir et puis du gris. Du gris. D'accord. Un bon combo. Allez. On va démarrer Laurent Roland, Tony Kess ce matin par cette actualité qui défraie la chronique depuis quelques jours, une semaine. Ouais. Une semaine pratiquement. Alors, la presse en parle évidemment sous divers angles ce matin, mais celui qui revient le plus, et d'ailleurs on est censé se pencher là-dessus dans l'actu décalé, ce sont ces réactions donc qui affluent de partout au sein de la classe politique, et j'ai presque envie de dire pas que. Nous parlons évidemment de la tentative de coup d'État déjoué, si besoin en est de préciser la chose. Oui, je crois que Oswald Meki, où qu'il soit, Olivier Bokor, où qu'il soit également, doivent pouvoir comprendre ce qu'est la politique au Bénin, et comment est-ce que ça se passe dès que vous êtes fort. Vous avez tout le monde autour de vous, tout le monde vous envoie des messages tous les matins pour poser des problèmes, bénéficier de votre grâce, mais dès lors qu'il y a un problème, une situation dans laquelle vous êtes cité et que vous êtes en difficulté, tout le monde vous lâche. Tout le monde vous lâche, c'est bien dommage, cette hypocrisie politique que nous observons sous nos cieux. Vous savez, quand on prend Oswald Meki, j'ai pu voir la réaction de certains jeunes, mais qui quand même, malgré tout, continuent d'apporter leur soutien à Oswald Meki en se rappelant des bonnes actions à leur égard de la part de l'ancien ministre Oswald Meki. Mais bon, en dehors de quelques personnes que je côtoie qui ont pu mettre sur leur statut ou leur profil, je suis Olivier Bokor. Je crois que la grande masse se mue dans un silence assez inquiétant, tout comme si déjà Olivier Bokor est devenu le plus méchant sur Terre dans une certaine mesure. C'est vrai, c'est des gens qui se sont mis ensemble, excusez le terme, qui ont mangé ensemble, qui ont bu ensemble, qui ont siroté les champagnes ensemble, que ce soit Olivier Bokor, que ce soit Patrice Talon, que ce soit Oswald Meki. Et on sait très bien que certaines personnes aujourd'hui sont élues députés grâce à Olivier Bokor qui les a positionnés. Appelons les choses clairement. Ils le savent très bien. S'ils veulent même, je peux aussi en mesure de citer certains noms. Et il y en a qui sont maires aujourd'hui. Et si ce n'était pas un Olivier Bokor qui était proche de Patrice Talon, jamais il n'aurait réussi à être même chef quartier dans ce pays. Et donc, aujourd'hui, tout cela se taise et puis après, on constate que tout le monde apporte son soutien au chef de l'État. Oui, je veux bien comprendre l'état d'esprit du chef de l'État qui, malheureusement, est la victime aujourd'hui. Et puis avec toutes ces personnes qui l'ont côtoyé, à qui peut-être il a fait confiance, n'oubliez pas que Oswald Meki, nous l'appelons le fils du chef de l'État. Et donc, s'il en arrivait que les preuves sont véritablement établies et que la justice en arrivait à confirmer que c'était un vrai coup d'État et qu'on leur collait 10 ans, 20 ans, j'imagine, c'est-à-dire que le fils veuille faire du mal à son père. Encore que le père, parce que ce n'est pas tous les pères qui mettent dans de bonnes positions ou les enfants, mais un père adoptif comme ça qui en arrive à aider un fils adoptif de cette manière et qu'on en arrive à entendre des choses comme ça, ça fait peur. Et donc, quand on tient compte de tout ça, je dis, c'est des amis, ils se connaissent. Et au-delà de tout, on ne va pas mettre notre bouche dans leur affaire. Mais quand même, il s'y est de rappeler que quand même, il y a ce qu'on appelle le soutien au-delà de tout. Parce qu'en fait, moi, j'estime véritablement que quand vous prenez la situation de Olivier Bokor aujourd'hui, personne ouvertement ne veut dire présomption d'innocence. On a tendance à voir. On voit que tout le monde condamne. Et même les formations politiques de la mouvance, malheureusement, D'ailleurs, il y a le quotidien Ronumbo qui écrit à ce sujet ce matin, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et même avant leur procès. Bokor et Omeki, blâmés, sont reniés par toute la mouvance. Oui, justement, donc aujourd'hui, vous constatez que malheureusement, ils sont reniés, ils sont rejetés totalement. On oublie tout le bien que ces personnes ont fait par le passé à certains acteurs politiques. Il y a la justice qui n'a pas fini son travail, il y a les avocats qui vont rentrer dans le jeu, il y aura des preuves qui vont sortir, il y a des éléments d'information, des éléments de preuves qu'on va peut-être brandir du côté des condamnés, des présumés coupables et même du côté de la victime. Et puis après, il se peut que des gens parmi eux soient innocentés dans cette affaire.
Alors, aujourd'hui, quand je regarde tout ça, j'ai de la peine à comprendre les acteurs politiques béninois. Tout le monde condamne, apporte son soutien au chef de l'État. Peut-être parce qu'il s'agit justement d'une affaire plutôt sérieuse, sinon plutôt grave. On parle quand même de tentative de coup d'État. Et vous comprendrez que nul ne peut apporter son soutien à des gens qui sont soupçonnés d'un tel acte. Je ne le dis pas. Ou d'avoir voulu commettre un tel acte. Je ne dis pas qu'il faut soutenir. Mais dès lors qu'on parle de présomption d'innocence, je crois que les gens doivent suffisamment. Vous savez que malheureusement, sous nos cieux et même ailleurs, comme on le disait précédemment, on penche plus pour la culpabilité dans ce genre de situation que pour la présomption d'innocence. Enfin, la présomption de culpabilité est bien souvent plus prépondérante que la présomption d'innocence. Le véritable problème, ce n'est pas ça, en fait, en réalité. Le véritable problème, ce n'est pas que personne ne peut encourager un coup d'État, personne ne peut s'y... Quel est le problème? Le véritable problème, c'est que les gens ont peur du Patrice Talon. C'est tout le problème, c'est pas autre chose. Parce que dans l'affaire tentative d'empoisonnement dans ce pays, ou dans l'affaire tentative d'atteinte à la sécurité de l'État en 2012, qu'ils vous souviennent que même des acteurs de la mouvance sont montés au créneau et ont désavoué publiquement le chef de l'État à l'époque. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Donc pour vous dire quoi, en réalité, voilà, nous sommes dans une... Oui, en réalité, c'est parce que les acteurs ont changé. Oui, le roi, enfin... les acteurs ne sont pas les mêmes rois, voilà. Voilà, et donc il y en a pas mieux qui paillent. Écoutez, prenez 10 déclarations de soutien à Patrice Talon aujourd'hui. Et 10 déclarations de soutien à Patrice Talon, de désaveu de Omeki et de Bokor. Vous allez bien fouiller et vous écoutez les gens dans les coulisses. 8 vont vous dire clairement leur vraie position. En réalité, ce n'est pas de la sincérité ce qui se passe là, en réalité. J'estime qu'au-delà de tout, de la question de présomption d'innocence, où quand même on doit pouvoir mettre... Quand vous imaginez même quand, comment vous appelez, la fondation Malek Rassoul, qu'on respecte, en arrive à apporter son soutien au chef de l'État et demande la clémence du chef. Oui. Alors que la justice n'a pas encore statué. Oui, mais au cas où. Non, mais il n'y a pas de cas où dans cette affaire, justement. Nous devons faire attention. Vous vous rappelez, Laurent Roland Tonnet, vous faisiez allusion justement à cette situation en 2012, c'était pareil. Beaucoup en appelaient à la clémence, justement, du chef de l'État. Beaucoup avaient désavoué publiquement le chef de l'État. Je dis, en fait, je compare les époques et les faits. Oui, mais en parlant d'appel à la clémence, oui. Ce que je vous dis, combien sont-ils? En tout cas, moi, j'ai quand même la mémoire assez fraîche par rapport à ces événements. Combien était-il dans ce cas de figure? Ce que je veux dire, c'est-à-dire quoi? Il faut que la justice nous situe le plus tôt possible. Oui. Dans ce cas, parce que moi, écoutez, moi, je n'ai aucun lien avec Ozan Meki, aucun lien avec Olivier Bokor, mais j'estime que ces personnes qui étaient bénéficiées des bonnes grâces de ces acteurs politiques, je ne les vois pas. Automatiquement que cette affaire est arrivée, ils sont devenus, en tout cas, les mauvaises personnes sur terre que tout le monde réunit malheureusement et personne, c'est-à-dire il n'y a pas de communiqué qu'on dise écoutez, bon, nous avons appris l'information, nous estimons que nous attendons que la justice fasse son travail pendant ce temps que la justice fasse son travail et qu'on puisse savoir les véritables dessous de cette affaire. Bon, pendant ce... Vous savez qu'il y en a justement qui estiment que c'est un canular. Oui. Donc ceux-là soutiennent. Non mais c'est ce que je vous dis. Ceux-là soutiennent. Je vous dis quoi? Je vous dis, moi je ne parle pas des citoyens béninois. Okay. Les citoyens béninois, dans la tête de beaucoup de citoyens béninois, ça semble être un canular. Et d'ailleurs, même du côté des présumés coupables, il y en a qui vont vous dire que c'est un canular. J'ai discuté avec des gens proches de Bokor ou Omeki qui estiment que c'est du canular. C'est leur problème, c'est une affaire de famille, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Mais j'estime que les acteurs qui ont bénéficié des bonnes grâces de ces acteurs, on doit pouvoir quand même sentir un peu de recul. Quand je prends, on dit à tout hasard que l'UP Le Renouveau a sorti un communiqué. L'UP Le Renouveau a sorti un communiqué au nom des membres. Et on sait très bien que certains membres influents de ce parti politique sont ceux qui mangent la main d'Olivier Bokor. Il y en a au niveau du bloc républicain. On sait très bien, ils le savent mieux que moi. Ils ne connaissent pas mieux ceux qui sont les plus proches d'Olivier Bokor. Il y en a peut-être qui peuvent être malheureusement ou heureusement pour la justice cités dans cette affaire, dans le prolongement de cette affaire. Mais il y a des gens qui mangent avec Olivier Bokor et Ozan Meki indirectement, qu'on ne connaît pas publiquement, mais que certains acteurs connaissent, ils savent, oui, on se connaît. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que véritablement, il y a un problème de sincérité politique dans notre pays. Au-delà de tout,
on doit pouvoir prendre du recul. Tout acteur veut maintenant plaire à Patrice Talon. On veut montrer à Patrice Talon, oui, nous sommes avec toi. Mais on sait au fond, ils savent, ce dont je me réjouis, c'est que Patrice Talon est un homme assez averti, il connaît chaque acteur béninois. En tout cas, même s'il ne connaît pas tout le monde, il maîtrise certains pas mieux. Il sait très bien que certains pas mieux fait preuve d'hypocrisie notoire, et c'est bien dommageable. C'est un sujet sur lequel on revient, Laurent Roland Antonin, qui est tout à l'heure dans l'actu décalé, plus en détail. On fera une lecture donc de ces différentes réactions au sein de la classe politique et bien au-delà. Et vous pourrez également faire l'exercice avec nous, si le cœur vous en dit, en mettant évidemment tous les gants possibles et en vous concentrant sur les réactions, pas sur l'affaire en tant que telle, puisque eh bien, elle est encore pendante devant la justice. Et ça, c'est pour contenter ceux qui, vous le savez, la semaine écoulée, eh bien, ont réagi au travers de nos canaux digitaux, voilà, estimant qu'on portait un peu trop de gants et que... Non, écoutez, donc, je continue de dire, on ne porte pas de gants pour porter de gants. C'est une affaire devant la justice. On dira des choses, on ne peut pas aller au-delà de cette situation, parce que oui, après, c'est pour subir les rigueurs de l'ODEM ou de la RAC. En ce moment, vous ne seriez pas, enfin, vous ne serez pas comptable. N'oubliez pas qu'il y a des pères de famille qui mangent ici. Voilà. Attention. Puis la rentrée vient à peine de démarrer. La rentrée vient de démarrer. La deuxième tranche est déjà en décembre ou en janvier. C'est dans quelques mois. Si. Enfin, c'est dans un mois et demi. Non, pas qu'on a peur de dire ce qu'on pense, mais en réalité, on ne peut pas franchir certaines limites. Je demande aux téléspectateurs de bien vouloir comprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir. Quand bien même on a certaines informations, malheureusement, on ne peut pas les dire sur un plateau de télévision. Ça s'appelle du professionnalisme, tout simplement. Laurent Roland Antonin, qui est la presse, heureusement, aborde d'autres sujets ce matin. Allons à la une du quotidien Matin Libre, par exemple, qui nous parle de l'affaire Steve Amoussou, kidnappé à Lomé et emprisonné au Bénin. La famille de Steve Amoussou s'en remet à Dieu. Lettre ouverte adressée à la justice béninoise. Oui, je crois que la meilleure option aujourd'hui, c'est de s'en remettre à Dieu, parce que cette affaire est aussi une autre affaire. S'en remettre à Dieu ou s'en remettre à la justice béninoise? Non, justement, écoutez, malheureusement, si je continue de le dire, Steve Amoussou, ou frère Rouvi pour certains, la justice, en tout cas, celui qui a été arrêté pour certains, frère Rouvi, il est présenté à la justice. Il y a eu un premier procès qui donne plus ou moins satisfaction à Steve Amoussou par rapport à ses ravisseurs. Si la justice a des éléments de preuve qui confirment que Steve Amoussou est frère Rouvi, c'est pourquoi je dis se remettre à Dieu. Parce que dans les chroniques de frère Rouvi, il y a des acteurs de la justice qui ont été cités parfois. Et parmi ces acteurs, il y en a qui vont le recevoir, qui vont se pencher sur son cas à la criette. La justice, elle est, comment dire, elle est juste. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de parti pris au niveau de la justice. Je crois que la meilleure formule s'est trouvée par Matin Libre et la famille. Il faut s'en remettre à Dieu. Donc vous pensez que oui, parce qu'à un moment ou à un autre, on a pu... je ne sais pas, j'ai continué de... On a pu parler de tel ou tel acteur au sein de... Je continue d'être prudent, mais je dis clairement à Ahmed Arekpa, si la justice arrive à prouver que Steve Amoussou est frère Rouvi, la meilleure option, c'est de s'en remettre à Dieu. Parce que frère Rouvi, dans cette chronique, a cité certains acteurs de la justice qui vont le recevoir. Et j'aimerais bien imaginer vous dans la posture d'un juge, cité dans des dossiers, et que bizarrement, celui qui vous aurait cité ou bien vous a cité dans cette chronique se retrouve devant vous. Et il y a plusieurs acteurs qui ont des plaintes contre lui. Et vous-même, vous déjà, vous le cherchiez depuis, et vous l'attendiez. La justice est juste d'accord. Mais au-delà de tout, il y a ce qu'on peut appeler, en tout cas, je ne parle pas de vengeance, mais en réalité, vous avez une occasion de demander à cet intéressé-là. De demander des comptes, en fait. De demander des comptes. Ça n'a rien de méchant, en réalité. Malheureusement, je dirais, c'est malheureux, peut-être une mauvaise, je dirais, situation. Pour l'intéressé, pour l'intéressé de se retrouver devant ces personnes. Je ne dis pas que ces personnes vont profiter. Il faut peut-être, bon, ok, s'en remettre à Dieu et en appeler vraiment à la clairvoyance de ces derniers. Voilà, je ne demande pas que la justice, les juges vont profiter de la situation pour... Mais vous avez des craintes quand même en la matière. Justement, donc, la meilleure option aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se voile la face.
il faut que la famille s'en remette à Dieu. Que Dieu apaise le cœur. Voilà. Sinon, les cœurs de ces derniers, des acteurs, des différents acteurs. Et que dans le déroulé du procès, que peut-être d'autres facteurs en arrivent à pouvoir l'aider et que les juges en réalité en arrivent peut-être à oublier tout le tort qui leur a été fait et fassent leur travail comme cela se doit. En oubliant, parce qu'il faut qu'à un moment donné, si les preuves sont établies que c'est Steve qui est frère Rovy, il va falloir qu'à un moment donné, peut-être des gens essaient de passer le chiffon, peut-être pour un jeune qui a encore de l'avenir devant lui, vous savez. Et donc, quand je le dis, si Steve Amosu est confirmé frère Rovy, il faut considérer aussi que ce n'est pas lui seul. Parce que les informations dont faisait au frère Rovy, c'est toute une machine derrière. Donc malheureusement, c'est lui qui fera payera le prix fort si les preuves sont établies. Donc c'est pourquoi je dis, il faut mieux s'en remettre à Dieu. C'est la meilleure chose à faire. À faire Steve Amosu. Dieu seul peut apaiser les cœurs des durs, comment vous appelez, des gouvernants, des autorités judiciaires. Dieu seul peut le faire. Il se peut que le matin, le juge qui doit prendre le dossier le 7 octobre se réveille de bon pied, ou bien c'est sa maman qui l'appelle, ou bien c'est quelqu'un qui l'aime très bien, qui l'appelle, qui lui dit de bonnes choses, et il se retrouve là-bas en joie. La soirée a été plutôt belle. Bon, voilà, avec madame. Bon, j'allais pas forcément parler de madame. On bon, peut passer une de toute façon, sans ça. De toute façon, j'estime qu'il faut s'en remettre à Dieu. Je crois que nous n'avons pas d'éléments de preuve pour confirmer si c'est tel ou tel cas. Mais si, je dis, si en réalité, il semble que les gens n'aiment pas qu'on dise si. Mais écoutez, on doit dire si. Parce qu'on n'a pas de preuve établie. C'est ça. Voilà. Alors, mais c'est une affaire qui commence à durer. Ça traîne. Ça ne traîne pas. Le procès est prévu pour le 7 octobre. On n'a pas commencé le mois d'octobre. Alors, c'est vrai. Par contre, oui, on a plutôt l'impression que l'affaire de tentative de coup d'État vient plus ou moins éclipser ou faire oublier, même si certains soupçonnent qu'il y ait un lien justement entre ces deux affaires. Non, il y a que, vous savez, il y a une vidéo qui passe souvent, chaque jour il y a un nouveau dossier, chaque semaine il y a un nouveau dossier, ou bien chaque mois il y a un nouveau dossier. Un nouveau dossier vient plonger un dossier ancien. Donc l'affaire tentative est venue un peu plonger l'affaire Steve Amosu. Et puis après, le premier procès dans lequel on a évoqué la question de kidnapping, des ravisseurs. Je crois qu'à un moment donné, ça avait donné un sentiment, en tout cas, ça a noyé un peu, on n'en parlait plus trop autant, on attend le 7 octobre pour voir ce que ça va donner. Mais j'estime véritablement que, est-ce qu'il y a de lien entre les deux affaires? Je ne sais pas. La justice nous dira s'il y a de lien. Parce que d'aucuns pensent que, ou bien certains disent, malheureusement j'ai écouté certains, que d'autres acteurs cités dans les affaires sont des informateurs de tel ou tel. Mais sans des preuves établies, je pense qu'il faut éviter ça. Il vaut mieux que la justice nous dise. Parce que le 7 octobre, je crois que les langues vont se délier. Et je continue de dire, si Steve Amosu dit qu'il n'est pas frère Rovy, ça peut compliquer les choses, on peut évoluer, compliquer les choses ou faciliter, ça dépend. Et les avocats auront du travail. Et puis, ce qui me désole, moi, c'est la première réaction de certains acteurs politiques qui ont tout fait de dire que Steve Amosu est frère Rovy. Donc, la justice peut se servir de ces déclarations, de ces sorties médiatiques pour peut-être dire que, bon, pour ce qui est bas, ces acteurs politiques, je ne serais pas surpris que même certains acteurs politiques soient convoqués, hein. Parce que sur quelle base vous avez fait des déclarations pour dire que c'est frère Rovy qui est arrêté? Donc, il doit pouvoir soit aller confirmer ou infirmer ce qu'ils avaient dit par le passé. Donc, le procès peut ne pas connaître un dénouement déjà le 7 octobre. Ça peut être reporté à une date ultérieure. Ça peut être une demande des avocats du prévenu. On attend de voir ce qui va se passer. Allez, fini de parler de ces deux affaires. Abordons une autre affaire à présent. Laurent Roland Tonengues, le matinal notamment écrit ce matin. Nomination d'un secrétaire exécutif par intérim à la mairie d'Adjourou. L'arrêté du maire réprouvé. Le préfet relève une violation des dispositions de la loi. Oui, mais je crois qu'il y a des maires qui parfois ne comprennent pas quelles sont leurs limites. L'affaire du secrétaire exécutif dans les mairies, on sait très bien que c'est du ressort du gouvernement, parce qu'il faut le faire par tirage au sort. Et donc, quand vous suspendez un secrétaire exécutif ou une secrétaire exécutive et que vous en arrivez à
nommer un autre par intérim. Je ne sais pas sur quelle base et quelle discussion de la loi le dit. C'est pour ça que je dis parfois certains acteurs politiques, il faut leur faire lire les tests dans nos pays. Les tests qui gouvernent ceux qui, en tout cas, régissent ce qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup de maires qui sont d'une méconnaissance notoire par rapport aux tests en vigueur en la matière. Vous allez voir des maires qui ne connaissent rien de la loi sur la décentralisation, sont là, sont maires et tout peinard, et puis après, cravate, veste, belle tenue, pardon, montrer qu'ils sont maires, mais ils ne connaissent rien de rien en fait, hein, malheureusement, de la loi sur la décentralisation. Parce qu'en réalité... Il y a une expression en langue fond qui traduit bien ce que vous tentez de nous dire ce matin. Oui, vous pouvez dire ça. Mais qu'on n'osera pas dire. Vous pouvez dire. Mais non. Donc, je pense qu'on n'en a pas besoin. Bon, parce que moi, je ne le dirai pas. Je l'ai dit à ma manière. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas suspendre un secrétaire ou une secrétaire exécutive et aller nommer un secrétaire exécutif par intérim. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez l'autorité préfectorale qui a surtout saisi l'autorité ministérielle et une décision est trouvée, on suspend le secrétaire ou la secrétaire exécutive et puis après, on procède à son remplacement. On a pu voir que les secrétaires exécutifs ont été suspendus. Donc pourquoi suspendre et aller en nommer... Peut-être pour gérer justement l'intérim, en attendant qu'une... C'est pas de leur ressort. C'est pas de leur ressort. C'est pas de leur ressort. La preuve, le préfet, madame le préfet du département de l'OME a pris ses responsabilités. J'estime que les gens doivent pouvoir... C'est bon, on a l'habitude de voir ces séminaires d'appropriation. Hein. Je crois qu'il va falloir organiser un séminaire d'appropriation des tests de la décentralisation à grand propos pour les maires du Bénin. Bon, pas tous les maires, il y en a qui peut-être... qu'il faut convier à grand propos. Il y a quelques maires... qu'il faut convier à grand propos 2-3 Osons le dire à Goudoui. Oui. On a sorti l'expression. Enfin, le terme... C'est Ahmed qui a dit ça, c'est pas moi. Il y a quelques maires à Goudoui par rapport justement à la réglementation. Vous pouvez citer quelques maires à Goudoui. Mais il y en a quand même qui ne maîtrisent pas, voilà. Donc, tout ce qui est monsieur le ministre de la décentralisation, Raphaël Akotayon, essayez de trouver, comme c'est la fin de l'année aussi, il y a aussi les budgets à consommer, organiser à grand propos un séminaire d'appropriation des tests de la décentralisation sur les tests sur la décentralisation à certains maires. Comme l'aurait les appelés, Ahmed les aurait appelés à Goudoui en la matière. À Goudoui en la matière, qui ne maîtrisent pas forcément toute la réglementation. J'emprunte l'expression. Hein, ben oui, vous savez que nous sommes tous à Goudoui. À bien des égards. Voilà, oui, je suis d'accord. Il faut l'avouer. Après, chacun le prend comme il veut. Donc, en réalité, s'il y a un maire, par bonne foi, qui sait qu'il est à Goudoui en la matière, qu'il veuille bien saisir son préfet de tutelle pour dire je vais participer à cet atelier d'appropriation parce que le ministre Raphaël Akotayon nous écoute, il va le faire pour vous aider, pour vous compreniez qu'il ne faut plus faire de ces erreurs. Parce que malheureusement, chaque fois on voit un maire prendre une décision, surtout dans l'Atlantique là, il y en a eu plein. Hein. Malheureusement pour eux, heureusement, le préfet Kodia, lui, ça lui plaît bien de remettre en cause ce qu'ils prennent comme décision. Et ça montre que lui, il est plus fort. Ça lui donne la matière. C'est vrai que lui, il est un acteur de la décentralisation depuis des années. C'est ça. N'oubliez pas qu'il a été quand même un sous-préfet dans la commune d'Abomey-Clavi. En tout cas, donc par le passé, donc tout au moins. Quelqu'un qui maîtrise. Voilà, il connaît. Donc en réalité, il faut vraiment faire ce travail. Parce que chaque fois qu'on apprend, quand un maire a pris une décision, dans l'Atakora, on a vu madame, en tout cas le préfet de l'Atakora également, qui aussi prend des décisions pour rapporter, en tout cas, certaines décisions de certains maires de l'Atakora, c'est quand même pas bien. Il vaut mieux travailler maintenant à aider ces maires qui ont du mal à comprendre les dispositions en la matière. Alors, la une du quotidien Le Potentiel, Laurent Roland-Tonin, caisse désignation des membres du Conseil économique et social, présidence du CES, un risque pour la mouvance, écrit le quotidien, de préciser, allons face à l'équation d'un partage équitable des postes à ces partis politiques. Trop chouchouter une femme au détriment de l'autre est source de conflit. Bon, excusez beaucoup, mais j'ai envie de commencer par cette expression. Malheureusement, ça peut choquer plus d'un. De quoi je me mêle? Ok.
De quoi je me mêle? Parce que les deux formations vous disent que c'est eux la chose dans la mouvance. Oui. Donc, et puis après... Je veux bien croire que cette question, vous la posez en fait à titre rhétorique. Oui. Parce qu'à bien des... Enfin, je ne dis pas des bêtises, mais vous savez que oui, on se mêle on s'en mêle parce qu'on est appelé à s'en mêler. Moi, je ne suis pas envoyé aussi CS par quelqu'un. On se comprend. On s'en mêle parce qu'on est envoyé en mission. Non, je le dis comme ça parce que les deux formations politiques, quand ils veulent s'entendre pour aller piétiner les autres de la classe politique, elles s'entendent très bien, ces deux formations politiques. Oui. Mais quand il s'agit maintenant de partager le gâteau, de prendre le poste, il y a toujours un problème. Il y a cet intérêt sur lequel ils passent par il y en a qui veulent médias interposés pour qu'on vienne se manifester pour eux, les soutenir. Moi, je dis, moi, je n'ai pas de temps à perdre à ce niveau. Ils n'ont qu'à se chamailler, se tirer dessus entre elles là-bas en tant que formation politique de la mouvance. Le chef de l'État, qu'on ne le veuille pas, finira par certainement proposer quelqu'un. En tout cas, malheureusement, son cœur doit pencher pour quelqu'un. Et cette personne peut se révéler être du Bloc républicain ou de l'Union progressiste au niveau. Et je crois que quand il y a de telles situations également, c'est peut-être plus que jamais le moment pour le chef de voir. C'est vrai que c'est seulement les deux formations de la mouvance qui ont pu envoyer des représentants au Conseil économique et social. Je ne sais pas ce que dit les tests, évidemment, à ce niveau, je suis à Goudoui. À Goudoui, voilà. Par rapport à ce que disent les tests sur comment vous appelez, le choix du président du CES. Et s'il faut une nomination et que ça ne doit pas tenir compte de ceux qui sont déjà envoyés, je crois que véritablement, il y a possibilité peut-être de couper les ailes sous les pieds des deux formations politiques, d'aller choisir au niveau de... Oui, merci, société civile. Voilà, j'allais même proposer moi les RN, mais société civile, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Bon, encore qu'on a renvoyé malheureusement les syndicalistes, donc donner la chance peut-être à un acteur de la société civile de venir présider aux destinées de cette mandature. Mais j'estime véritablement que l'Union progressiste de renouveau parfois veulent nous emballer dans leurs querelles de famille. L'Union progressiste, c'est le VR. Oui, veulent nous emballer dans leurs histoires de famille polygames, en tout cas, où deux co-épouses se chamaillent. Entre frères consanguins qui discutent et qui se comprennent. Je ne parle pas de consanguins. En fait, quand ils veulent brimer les autres, ils sont frères. D'accord? Les deux parties sont frères. Mais quand il s'agit des intérêts, là, les deux formations deviennent des co-épouses. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, leur posture change en fonction de la situation, du contexte en réalité. Du contexte. Allez, ce contexte, il n'est pas gay, Laurent Roland-Antonin Kess. Le potentiel en parle. Commune de Karimama, la garde nationale repousse une attaque des Iani, une moto abandonnée et des ennemis tués. Et d'ailleurs, relativement à ce sujet, il y a un quotidien qui se pose une question ce matin. Ronoubo, attaque répétée sur les populations du Nord Bénin. Pourquoi Karimama dans le viseur des terroristes? Saurez-vous y répondre, Laurent? Non, mais c'est une zone frontalière, c'est normal. Et n'oubliez pas que quand les gens replient du côté des autres pays, ils viennent trouver refuge sur notre territoire et c'est les zones frontalières qui servent de refuge pour ces djihadistes. Et donc, c'est normal que ça arrive comme ça ne veut pas surprendre. Bon, ceci étant, il faut peut-être continuer à encourager nos forces de défense et de sécurité, encourager le gouvernement à donner plus de moyens aux forces de défense et de sécurité sur le terrain, faire en sorte qu'il y ait plus de motivation pour les forces de défense et de sécurité. J'estime, je continue de dire, le Bénin ne saurait travailler seul face aux djihadistes. Le Bénin a l'obligation aujourd'hui de travailler avec eux. Le Bénin le fait déjà quand même, avec le Niger, le Burkina Faso et autres. C'est très important. Donc, oui, nous donnons plus de moyens aux forces de défense et de sécurité. Oui, nous les appuyons davantage, nous les motivons davantage. Oui, mais au-delà de tout, on ne saurait rester en autarcie et fonctionner. Il faut trouver les moyens de renforcer les coopérations sécurité entre les pays, en tout cas les différents pays, le Bénin et le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria également, parce que n'oublie pas qu'à ces niveaux aussi également, même si c'est dans le nord du Nigeria qu'on a les attaques de Boko Haram, quand même,
Nous avons quand même une grande frontière avec le Nigeria jusqu'au nord Bénin, avec le Niger, qui fait corps avec le Niger. Il va falloir aussi commencer à travailler en parfaite symbiose pour renforcer ces lignes. Voilà, je crois que quand on va faire ça, dès lors que les autres sont repliés du côté du Niger ou du Burkina Faso, on a l'information, on peut les attendre pour les choper. Mais dès lors qu'on n'a pas l'information, on est souvent surpris, et c'est bien dommage pour nous. C'est vrai que la comme ça dit ne plus en parler, n'oubliez pas ça. N'importe comment. La RAC a demandé justement, vous faites bien de préciser, n'importe comment. Il ne s'agit pas de ne pas en parler. Bon, je n'ai pas dit n'importe quoi quand même. Voilà, il ne s'agit pas de ne pas en parler. Je demande juste au Bénin, bon, je vais faire le résumé de ce que j'ai dit ce matin. Je demande au Bénin de continuer à renforcer nos forces de défense et de sécurité. Ça. Je demande au Bénin de mettre beaucoup plus de moyens. Je demande au Bénin de travailler davantage en symbiose avec le Niger et le Burkina Faso. Je n'ai pas dit plus que ça. En parlant justement de synergie d'action, Laurent Roland Tonnerre-Kess, l'adresse du chef de la diplomatie béninoise, le ministre des Affaires étrangères, à la tribune des Nations Unies, le Bénin réaffirme son engagement, l'événement du jour on parle, pour une Afrique unie, dynamique et ouverte sur le monde. Discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Bénin réaffirme son engagement pour une Afrique unie, dynamique et ouverte sur le monde. Oui, je crois que le défi de notre époque, c'est d'avoir une Afrique unie. Quand vous regardez les discours de toute la jeunesse au niveau de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on ait une Afrique unie. Et donc, personne ne saurait rester en marge de cette volonté populaire au niveau de toute l'Afrique. Et donc, il faut travailler à cela. Le Bénin doit continuer à travailler avec les pays autour de lui. Le Niger, le Togo, le Ghana, le Nigeria, et puis dans la sous-région, la CEDEAO, et puis au plan africain également. Et tu savais très bien qu'au moins le Bénin travaille à cela pour venir au Bénin. Certains pays n'ont pas besoin de visa pour se rendre au Bénin. Et c'est également pour certains pays qui ont travaillé avec le Bénin. Et pour se rendre là-bas, vous n'avez pas besoin de visa. Si vous devez faire jusqu'à 90 jours ou un mois, vous n'avez pas besoin de visa. Donc c'est déjà un travail qui réconcilie l'Afrique qui autrefois a été divisée du fait de la balkanisation de l'Afrique. Et donc oui, aujourd'hui il faut travailler cela. Il faut maintenant que l'Afrique aussi travaille aussi sur les questions des défis sécuritaires. Parce qu'au-delà de tout, ce qui arrivait au Mali hier, où tout le monde pensait que c'est le Mali seulement qui était attaqué, on a pu voir aujourd'hui, c'est pas que le Mali, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement, ont eu leur dose de djihadisme. Donc, malheureusement, il faut travailler à cela. Et oui, l'Afrique doit être ouverte au monde. C'est vrai, pas ouverte comme on le voit, hein, parce que on voit que l'Afrique est ouverte et tout vient d'Afrique, mais tout ne sort pas de l'Afrique pour aller ailleurs. Il y a des restrictions quand ça doit quitter l'Afrique pour aller ailleurs. Il va falloir travailler à cela pour rétablir l'équilibre entre l'Afrique et ces pays, parce que nous consommons pratiquement beaucoup de choses qui viennent de ces pays, mais ces pays ne sont pas souvent ouverts à consommer ce qui vient de chez nous. Il y a tellement de restrictions, tellement de mesures, tellement d'interdictions. Il faut travailler. L'Afrique restera ouverte, mais l'Afrique doit travailler à s'ouvrir à ces pays qui s'ouvrent à elle. C'est très important. Si des pays veulent continuer à être fermés par rapport à l'Afrique, nous devons travailler à aussi prendre des mesures pour rester fermés par rapport à ces pays. Mais ceci étant, il faut aussi interpeller le gouvernement pour dire, parce que si certains pays refusent ce que nous consommons, ce que nous produisons ici, c'est aussi du fait du manque de sérieux parfois, hein, à la limite. Et cela appelle la responsabilité des gouvernants qui doivent pouvoir mettre davantage de moyens à encourager nos producteurs locaux. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu ce qui se passe à la GDZ, on a du plaisir à dire le cajou est transformé au Bénin, c'est envoyé. On a du plaisir à dire que le coton est transformé, les tenues, les t-shirts et autres sont faits et sont envoyés en Europe, aux États-Unis. C'est bien, c'est parce que c'est une initiative gouvernementale. Mais qu'est-ce que nous faisons? Des initiatives individuelles, des citoyens qui ont envie de créer l'entreprise, ou qui ont créé l'entreprise et qui ne sont pas forcément la GDZ. L'État a sa responsabilité. Accompagner, renforcer ces entreprises-là, essayer de les apporter dans leur démarche qualité, faire en sorte que ces produits soient acceptés, même si ces entreprises ne se trouvent pas sur la plateforme de la GDZ. Et c'est pareil pour le Bénin, pour le Togo, pour le Niger, le Burkina Faso. Les Français sont prêts à acheter, comment vous appelez, qu'est-ce que vous appelez, à prendre l'uranium du Niger. Les Chinois sont prêts à prendre le pétrole du Niger.
Et donc, il va falloir trouver le moyen de labelliser la date du Niger, par exemple, pour envoyer ça, pourquoi pas désormais, en Afrique, en Europe, en Amérique. Ce n'est pas que chaque fois, et moi je suis dérangé de savoir qu'il y a de la date à côté au Niger et que parfois c'est l'Arabie Saoudite qui envoie de la date, c'est pas le ministère des Affaires étrangères au Bénin pour donner aux musulmans. En période de jeûne. En période de jeûne. Je crois qu'on peut labelliser la date du Niger, par exemple, à côté. Donner une force à l'économie nigérienne à ce niveau. Donc, je crois qu'au-delà, je ne suis pas contre le fait qu'on produise, mais je pense qu'il doit y avoir des échanges entre les différents pays. Autant nous en consommons des produits qui viennent de ces pays, autant nous devons travailler sur ça. Donc, l'Afrique unie, l'Afrique ouverte, l'Afrique aussi, mais dans les échanges commerciaux, on doit pouvoir travailler à rétablir l'équilibre parce qu'à ce niveau, il y a un déséquilibre notoire qui n'arrange pas du tout l'Afrique. La question sécuritaire également, hein, au cœur donc de cette adresse du ministre des Affaires étrangères, les rivalités géopolitiques justement au plan mondial, européen et autres, déportées sur le continent, oui, justement, notamment au Sahel. Oui, malheureusement, la situation entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui est transposée malheureusement au Sahel. Vous allez voir, j'ai vu la dernière fois le secrétaire aux Affaires publiques ou extérieures du groupe qui s'oppose au FAMA du Mali sur France 24 il y a quelques jours, parler de ce qui les divise clairement. Et puis, je constate que sur ce territoire, on a transposé ce qui se passe en Ukraine et en Russie. C'est-à-dire les Russes, par le truchement de Wagner qui a changé de nom entre-temps, je crois Afrique Corse ou quelque chose comme ça, qui soutient les FAMA, le gouvernement de Assimi Goïta, qui travaille, et puis l'Ukraine, avec certaines puissances derrière, qui soutient... En tout cas, qui soutiennent... un mouvement djihadiste non, pas djihadistes, parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas des djihadistes, que les djihadistes sont sur le territoire, eux autres, ils sont aussi sur le territoire. Ils font leur combat pour l'indépendance de leur territoire. Et donc, l'Ukraine qui soutient cette partie... Mais en tout cas, on a vu donc, d'ailleurs, le gouvernement, enfin, la junte malienne au pouvoir, dire clairement, condamner ce soutien donc, de l'Ukraine. Voilà. Mouvement dont vous parlez. Vous voyez un peu, donc, en réalité, comme ils sont en train d'échouer au niveau de... la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ils veulent transposer ça en Afrique et malheureusement, vous voyez quand ça arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? La situation, on a pu voir sous Kadhafi, les armes qu'on a envoyées avec Sarkozy pour déstabiliser la Libye, les armes sont devenues maintenant les armes utilisées par les djihadistes et après on a commencé à renforcer. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe là maintenant, ne soyez pas surpris que les armes qui ont été utilisées peut-être du côté de l'Ukraine, une partie soit maintenant, qu'on dise qu'on veut envoyer des moyens en Ukraine, mais malheureusement indirectement on renvoie ça sur le continent. C'est bien dommage pour l'Afrique. Et tous les pays d'Afrique doivent pouvoir travailler à dire non à cette manière de faire les choses. C'est en cela qu'il faut justement une synergie d'action. Parlons de synergie d'action. Vous avez évoqué le cas des relations entre le Bénin et le Niger. La presse nous informe ce matin que le brut nigérien coule toujours au Nord-Sud quotidien, notamment évoquant également une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères à New York dans le cadre justement de l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui, je crois qu'en attendant que la crise soit totalement dénouée, en tout cas, on voit que quand même, au-delà de tout, le Bénin continue, en tout cas, le Niger continue de vendre son produit par le Bénin, et le Bénin, la Chine qui est satisfaite. Il va falloir travailler, continuer à renforcer cette coopération et ne plus en arriver à la situation où on a pu voir cette interdiction qui a choqué plus d'un. On en est, permettez que je précise, au 3e chargement de 150 000 tonnes donc, par le navire Samsara. Information donc donnée ce matin par le quotidien Le Télégramme. Ouais. Merci à vous, Laurent Roland Tolinkas. Avant de vous laisser, avant de finir plutôt, deux petits sujets rapidement. Le Télégramme, justement, à son oreille droite, écrit Ville de Cotonou, plus de 100 policiers municipaux suspendus. Oui, j'ai pu lire l'article. Il a dit qu'ils sont mis à la discussion, je crois, du directeur des affaires financières. Donc on attend de voir quelle sera la suite. La Fondation Malheureusement a d'ailleurs également fait une sortie à ce sujet. Oui, on attend de voir la suite. Et pour finir justement, ceci avec le quotidien Renouveau, fait divers, un couple tente de vendre son bébé pour de l'argent et un peu de bière. C'est une bêtise qui ne dit pas son nom. Et
Je crois qu'il faut continuer à décourager ce type de choses parce que les gens aujourd'hui, on ne sait pas qui les pousse à faire des enfants et puis après, face à l'incapacité de supporter les enfants, sont capables de s'offrir, de céder les enfants contre des choses inimaginables. Et je dis toujours, parce que moi, je le dis clairement, le ministère des Affaires sociales doit continuer par faire son travail. On voit des gens sur le terrain pour vérifier et faire un contrôle. Vous avez reçu il y a quelques jours ici la directrice départementale de la fonction publique. Non, oui, non, c'est ça. Non, vous avez parlé du travail des enfants. Oui, ah oui, évidemment, ok, d'accord. Et donc, il faut travailler à vérifier ça parce que je vois beaucoup de maisons également encore aujourd'hui où je vois des enfants ne sont pas à l'école. J'ai de la peine à voir ces enfants parce que des parents en ont fait tellement qu'incapables de supporter ces enfants, on envoie faire des domestiques à Cotonou et puis on leur envoie 5 000 ou 10 000 francs par mois et l'enfant est devenu une source de revenus pour ces parents-là. Je crois qu'il faut décourager ces choses. Je mangeais il y a quelques jours chez une dame où la fille a à peine 12 ans, 13 ans, qui sert et la dame criait sur l'enfant. Mais je connaissais quand même la dame depuis les vacances avec ses enfants. Et je vois, elle a 2 enfants, une fille et un garçon, qui sont pratiquement de la même génération que cette fille. Et à la rentrée maintenant, les 2 enfants sont allés à l'école. Et l'autre, elle a servi et donc elle criait. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'elle peut imaginer un instant que cette fille-là, amenée à l'école, peut devenir présidente de la République demain et qui peut l'aider à la sortie de la pauvreté, de ces difficultés? Bon, parfois, on pense que ce sont des enfants qui sont les mieux placés, qui pourraient être les meilleurs cas de demain. Et pourtant, on sait très bien que les gens ont l'argent, mais les enfants sont devenus des grands drogués, des grands délinquants. J'estime qu'on doit travailler à cela et vraiment vider les maisons de ces enfants qui sont devenus des domestiques et qui ne vont pas à l'école, alors qu'ils ont peut-être une grande destinée. Je crois qu'il faut faire ça. Et donc le ministère des Affaires sociales doit travailler à cela. Et puis aussi sensibiliser les parents sur la nécessité de faire des enfants qu'on peut supporter aujourd'hui. C'est ça. Je ne dis pas qu'il faut mettre des pratiques. Oui, non, mais je ne dis pas qu'il faut obliger les gens à avoir un enfant, 2 enfants. Les gens peuvent faire 3, 4 enfants. Mais je ne suis pas de ceux qui font juste à 6, 7, ou un vieux paysan qui n'a même pas grand revenu, mais qui a 3 femmes, 4 femmes, et qui a 18 enfants, 22 enfants. Et après, les enfants deviennent sa main d'œuvre. Vous vous rappelez ce fameux reportage que j'ai fait sur le vieux de Agandan, à Kowe, qui a plusieurs enfants, oui, oui, il est dit à mort. Il est dit à mort, personne n'a plus de 100 enfants. Attendez que je me rappelle d'un des titres relatifs à cela dans la presse, Gona des records. Gona des records. 60 femmes ou bien 45 femmes, j'oublie même les centaines d'enfants. Et je lui ai posé la question le jour-là, mais qu'il est grand agriculteur, mais comment est-ce qu'il travaille? Il dit, mais non, vite, l'enfant, c'est la richesse. C'est les enfants qui sont la main d'œuvre, c'est la richesse. Ça me fait penser à un sujet que vous avez évoqué sur ce plateau. À l'époque, son enfant qui avait le plus grand diplôme, c'était le BPC. Wow. Ça me fait penser à un sujet que vous avez évoqué la semaine écoulée sur ce plateau, je pense avec Mori Agua, où un téléspectateur ou un internaute disait qu'un paysan raisonnable ou responsable ne peut pas avoir ah oui, non, ça, 2 enfants. Non, ne peut pas avoir une seule femme. Une seule femme, voilà. Qu'il ait minimum 2 femmes et plusieurs enfants. Non, je dis, les gens doivent faire face aux défis. Oui, si vous voulez prendre 2 femmes, 3 femmes, c'est vous qui choisissez. Oui, mais soyez assez responsable et assumez. Soyez rassurés que vous avez les moyens pour subvenir aux besoins de toute la famille. N'allez pas tenter de vendre votre enfant pour de l'argent et un peu de bière. Le peu sans le thé, évidemment. Faites attention à ce qui a été écrit à une de ce quotidien. Allez, on va poursuivre. Matin et de ce jour, Laurent Roland, Anthony